Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, il n'y a pas de numéro. Tout le monde est en direct maintenant. Tu racontes ton histoire, nous sommes sur TikTok. Donc tu montres, raconte ton histoire est sur place. Et là, on va t'écouter. Surtout, on ne cite pas les noms des gens. Utilise les noms d'emprunt. Les noms des boîtes de nuit, on ne cite pas. Des quartiers, bon, on peut citer le nom des quartiers, mais on ne décrit pas exactement là où la maison se trouve. Les noms des hôtels, les noms des bars, des restaurants, on ne cite pas. Voilà. Ce n'est pas le tribunal ici là. C'est qu'on peut seulement écouter les histoires mystiques, c'est tout ce qui me concerne ici là. Et donc, on va commencer avec la première personne. L'homme de l'ombre. Oui, le père, comment tu vas? Je suis là, mon frère. Ouais, tu as disparu comme les salaires des gens. Waouh, tu as les terribles coachs seulement, hein, que le salaire des gens font comment, simplement. Ah, c'est comme ça, le salaire des gens disparaît à la fin du mois, non? Ça disparaît, Wow. ça ne réapparaît que le mois suivant. Non, Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Moi aussi, je vais bien. Bon, ce soir, j'ai rapidement deux petites histoires. Je ne sais pas si je dois commencer par le monsieur qui met l'âme des gens dans les chèvres pour manger, ou si je commence par l'enfant qui a vendu sa mère à cause de la maison de sa mère. la première histoire d'abord. Ok. C'est un petit village ici au Bénin, dans le Koufo. Il y a un vieux qui est là. Bon, il est déjà vieux, hein, un peu moins de 70 ans quand même. Et le vieux, c'est quelqu'un qui aime un peu boire, quoi. Genre, il boit tout le temps. Quand tu viens chez lui, il a de la viande. Tout le temps, tu viens chez lui, il a de la viande. Et il a souvent les chèvres à la maison un peu. Tu sais que les vieux à la maison, ils ont souvent les chèvres, non? Donc il a les chèvres. Et un coup, quand il décide de tuer une chèvre, le jour où il tue une chèvre, le lendemain, quelqu'un meurt dans le village. Le jour où il tue une chèvre, le lendemain, quelqu'un meurt dans le village. Le jour où il tue une chèvre, le lendemain, quelqu'un meurt dans le village. Et bizarrement, à chaque fois qu'il tue une chèvre, il cuisine et puis il partage. Tout le monde mange. Donc, il s'est fait que un jour, il y a un jeune du village qui était allé au Nigeria pour aller faire des jobs. Le jeune est revenu avec un peu d'argent, il a payé une moto et tout. Il a vu le vieux, il a salué le vieux et tout. Ah, le vieux lui a dit, ah, l'argent. Quelques jours après, le vieux le fait venir pour lui demander est-ce qu'il souhaiterait manger la viande, que lui il a envie de faire du barbecue. Je dis, ah, le père, si tu fais le barbecue, il n'y a pas de problème, non. Donc, si tu es d'accord, on fait le barbecue. Je vais ramener de la boisson et là, on va s'asseoir. Et comme le vieux a l'habitude de fumer, le petit part ramener 1 litre de sorabi avec de la cigarette. Et c'est comme ça, le vieux prend une chèvre. Il remet le couteau au jeune de tuer. Bon, pour lui, c'est normal. Donc, le petit prend la chèvre, il tue. Ils sont restés là, ils ont mangé, ils ont fait que la viande. Généralement, quand ils préparent, ils partagent aux voisins et tout. Le lendemain, le gars remarque que c'est sa petite soeur qui décède d'une crise cardiaque. Une simple crise, hein. Une simple crise. Et, entre-temps, quand le jeune est revenu, on lui avait déjà alerté de faire attention au vieux aussi, parce qu'il n'est plus clair dans le village depuis un certain temps. Ça l'a un peu marqué, mais il a gardé son sang-froid. Ils ont pris le corps, ils ont amené à la morgue et tout. Donc il part, il dit, bon, je vais quand même aller chercher qu'est-ce qui est à la cause de la mort de ma soeur, parce que c'est un enfant de 15 ans, 16 ans. Donc c'est comme ça qu'il part pour faire la consultation. Et celui qui lui fait la consultation lui révèle qu'il est impliqué dans la mort de sa soeur. Entre-temps, il est parti avec sa mère.
Et devant le consul, c'est-à-dire devant sa mère, le monsieur lui dit que ah, tu viens consulter sur le décès de quelqu'un dont tu es complice. Il était étonné, il dit comment? Je suis revenu il n'y a pas longtemps, comment je suis complice de la mort de ma soeur? Le monsieur dit ah, que la consultation que lui il a fait, on lui fait savoir que ce qui est arrivé à sa soeur, que sa mère est dedans. Donc, il a cherché dans sa tête, il n'a rien trouvé. Tu sais que sur le champ, quand on t'informe d'un truc comme ça, tu ne te retrouves pas. Immédiatement, sa mère a pensé que c'est lui, comme il est revenu du Nigeria, il a sûrement fait quelque chose à sa soeur pour retourner au Nigeria se faire de l'argent. Donc, les histoires ont commencé de gauche, de droite. La mère ne voulait plus du tout le sentir. Donc, le gars part. Un autre jour, il revient encore chez la même personne. Il dit, refais-moi la consultation de la dernière fois. Je veux comprendre ce qui s'est passé avec ma soeur. Le monsieur refait la consultation. Le monsieur lui répète la même chose. Quand on dit qu'il est complice de la mort de sa soeur, il s'est fâché, il a voulu se bagarrer avec le monsieur. Parce qu'au fond de lui, il n'a rien fait à sa soeur. Et c'est normal. Donc, il en a fait part à un ami à lui, avec qui ils sont restés au Nigeria ensemble, ils sont revenus. Et l'ami lui dit, ok, viens, je t'amène quelque part à Adja, là-bas. J'ai un monsieur là-bas où tu vas encore partir refaire ta consultation. Donc, ils sont allés, ils refait la consultation là-bas. Et cette fois-ci, dans la consultation, on lui dit qu'il a la main sale, c'est-à-dire qu'il a mis la main dans quelque chose, mais inconsciemment. Il demande au monsieur que, lui, il part à l'église, il prie. Donc, il ne voit pas dans quoi il a mis la main. Le monsieur dit que, ah, on dit ici que tu as fait un sacrifice. Il dit, sacrifice. Donc, c'est là, il dit, ah, ok, de demander au phare si c'est la chèvre qui l'a tué. Parce que jusqu'à là, ils n'ont pas dit à ce dernier qu'ils étaient venus consulter sur sa soeur qui est décédée. Ils sont venus juste dire au monsieur qu'ils sont venus faire une consultation parce que ça ne va pas. Donc, ils ont demandé au phare, le phare a accepté que c'est effectivement ça. C'est là qu'il explique au monsieur que, mais en vérité, que ce n'est pas un sacrifice qu'il a fait. Que lui, il est rentré, il y a un vieux dans le village qui n'est pas loin d'eux, et que généralement, lui, il voit le vieux, il salue le vieux. Le vieux l'a appelé pour lui dire que, ah, viens, on va faire le barbecue, on va manger. Donc, lui, il ne voulait pas être impoli envers le vieux, il dit au vieux qu'il n'y a pas de problème. Donc, il est allé payer, et la boisson, il est revenu. Je ne sais pas si tu me reçois très bien. Bien, tu me reçois? Oui, je te reçois, je te reçois. Donc, il explique au monsieur que c'est comme ça qu'à son retour, il a payé la boisson, le soda bien avec la cigarette, et que le vieux a fait sortir une chèvre. Il dit que, bon, tue-moi la chèvre et puis on va préparer. Donc, lui, il a pris la chèvre, il a égorgé la chèvre normalement, et que c'est lui-même qui a fait le feu. Ils ont cuisiné, ils ont mangé, qu'il n'était même pas le seul à manger. Et c'est là que ce dernier, le monsieur qui lui fait la conversation dit que la chèvre que tu as tuée n'est pas une chèvre normale. Parce que le vieux, il a fait ce qu'on appelle un médicament de longévité, tu vois, pour avoir longue vie. Donc, le médicament qu'il a fait pour durer, il a l'habitude de prendre les âmes des autres qu'il met dans la chèvre et puis il part. Donc, quand le monsieur lui a expliqué, il a regardé, il a tourné dans sa tête, il n'a pas trouvé ça logique. Et le monsieur lui dit que, ok, ce qu'on va faire, il n'y a pas de problème. En partant, je te remets un truc que tu pars. Tu vas chez le vieux, essaye seulement de laisser ça dans sa case ou peut-être, tu sais que dans les villages, ils font souvent des petites cases. Essaye de jeter ça sur sa chambre. Tu vas voir. Donc le monsieur a attaché le truc un peu comme un talisman dans un tissu noir qu'il lui a remis. Ils sont repartis. La nuit, il vient, il jette le truc sur le toit du vieux. Le lendemain, il ne voit pas le vieux. 2 jours après, il ne voit pas le vieux. 3 jours, il ne voit pas le vieux. Jusqu'à là, sa mère a fait partager partout dans le village qu'ils sont allés voir ils sont allés faire une consultation et qu'on lui a fait savoir que c'était son fils qui était à la base de la mort de sa soeur. Donc, dans tout le village, tout le monde prenait le jeune comme quelqu'un qui est rentré dans un secte et qui a vendu l'âme de sa soeur. Après 3-4 jours, ne pas voir le monsieur. Un soir, il sort de la maison avec sa nouvelle moto qu'il paye. Et il rencontre le vieux. Le vieux, il salue le vieux. Le vieux ne lui parle pas. Le vieux lui fait la main. Bon, il a continué sa route tranquillement. En partant, il fait un choc sur la route.
C'est pas un choc qu'il a fait avec une moto, une autre moto où il est tombé. Hein. Les deux amortisseurs de la moto de derrière se sont cassés subitement d'eux-mêmes. Genre, le gars fait un accident dans lequel lui-même il casse son pied. Ah, voilà les polémiques qui sont revenues. On dit que, comme il a vendu l'âme de sa soeur, c'est pour ça que l'âme de sa soeur, il a tué sa soeur, c'est pourquoi et sa soeur se venge contre lui. Et c'est alors qu'il fait savoir à sa mère que, en présence de son ami avec lequel il est parti faire la consultation, hein, il lui fait savoir que, telle personne m'a amené à tel endroit, on a refait une autre consultation, et voilà ce qui s'est passé. Donc, la mère, elle perd son sang-froid. Elle rentre dans la chambre, elle prend une machette. Elle sort directement, elle va chez le vieux. Elle commence par crier, menacer le vieux. Les gens sont sortis de gauche et de droite. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça la maman narre l'histoire. Et qu'avant que son fils ne casse les pieds, c'était lui que son fils a rencontré. Donc, comme c'était quelque chose déjà que les gens soupçonnaient sur le vieux, mais ils n'avaient pas de preuves. Ils n'avaient pas de preuves. Donc, c'est comme ça, ils ont ligoté le vieux. On a commencé par le menacer. Qu'il faut qu'il explique comment se fait-il qu'on tue une chèvre chez lui et puis quelqu'un meurt. Et qu'à chaque fois que lui décide de tuer une chèvre, le lendemain, c'est que quelqu'un meurt. Donc, sur la pression, c'est là qu'il finit par confirmer que lui, il a fait un médicament dans le corps pour vivre longtemps. Et que normalement, il devait vivre jusqu'à 110 ans. Et que pour que le médicament fonctionne, il doit toujours tuer une chèvre. Et que pour tuer la chèvre, il va ramasser les traces de pas. Tu vois, quand tu marches, tu laisses des traces, non? Donc lui, il part la nuit. Il part devant la devanture des gens, il ramasse les traces de pas des gens. Et qui fait un rituel. La nuit, il donne à boire à la chèvre qu'il veut tuer. Et c'est comme ça, quand on tue la chèvre, la personne meurt. Ils l'ont amené au commissariat. Le commissaire dit que lui, ce n'est pas son domaine. Cette histoire-ci, il ne peut pas. Finalement, ils ont tapé le vieux. Il est tombé gravement malade, il est allé à l'hôpital. Bon, je ne sais pas s'il s'en est sorti vif ou pas. Et la moralité de ça, je voulais vous dire une chose. Vous, quand vous partez au village, vous trouvez la viande partie, faites attention. Dès que vous voyez un vieux comme ça, il tue une chèvre, vous mangez. Il tue une chèvre, vous mangez. Vous ne savez pas c'est la chèvre de quoi. Le monsieur n'a pas de fétiche à qui il tue la chèvre. Il tue seulement la chèvre parce que lui veut manger la viande. C'est un Cro-Magnon. Donc, faites attention à ça. Et la deuxième histoire, ça concerne une vieille dame que je connais personnellement, une gentille maman. Et c'est une dame qui vend les viandes de brousse. Généralement, il y a un village qu'on appelle Alada. Il y a les chasseurs, les jeunes qui tuent les rats, les lapins de brousse et tout. Donc elle part payer, elle vient griller puis elle vend. En réalité, elle n'a que 2 garçons. Elle n'a plus de mari. Et son Benjamin doit avoir dans les 21-22 ans. La maman étant encore vivante, le petit décide que il faut qu'elle vende la maison pour partager. La vieille dit, mais si je vends la maison, je vais habiter où? Si je vends la maison, je vais habiter où? Le petit dit que lui, il a besoin d'argent pour entreprendre. Il dit, mais si tu veux entreprendre, et si on vend la maison, on ira encore louer la maison de quelqu'un. On va commencer par nous persécuter à cause du loyer. Donc, je ne vais pas vendre. Et c'est comme ça l'histoire a commencé. Et à chaque fois que son grand frère venait lui faire savoir que ce qu'il était en train de dire n'était pas bon, ça devenait une bagarre entre eux deux. Il se fait la bouteille sur son grand frère. Finalement, le grand frère a arrêté de l'interpeller à propos de ce sujet. Donc, le petit, apparemment, il est rentré, il a commencé par fréquenter des jeunes qui vont chez un certain, soi-disant, père spirituel pour aller faire des bains de richesse. C'est pour ça que quand les gens disent que je veux devenir riche, parfois moi ça me fait rire. Donc, il veut aller faire les bains pour devenir riche. On lui a demandé qu'il faut que tu amènes 1 million. Que s'il amène le 1 million, on va lui faire les rituels et que tout va commencer à marcher bien dans sa vie. Il pourra trouver l'argent jusqu'à il va construire une nouvelle maison pour sa mère. Donc, lui, il était content. Il était très flatté par ça. Pour lui, c'était le jackpot qui venait de se présenter à lui. En réalité, ses amis même qui l'accompagnaient pour partir, c'est pas qu'il y a quelqu'un dedans qui avait une moto. Hein. Il y avait encore des piétons dedans. C'est-à-dire qu'il y a à peine 2 qui ont une moto. Sinon, personne n'a une voiture dedans.
Donc c'est ça, lui, qui l'a tellement excité qu'il va avoir ce qu'on appelle, il y a les fétiches publics ici qu'on appelle chez nous le tolegba. Le tolegba, c'est les fétiches publics où chacun va faire ce qu'il veut. Donc c'est comme ça, il discute avec un de ses amis qui dit que mais tu attends quoi pour trouver l'argent pour faire ta part de rituel? Et il dit qu'il a demandé à sa mère de vendre la maison pour lui donner sa part, sa mère ne veut pas. Or que lui ne veut pas expliquer à sa mère pourquoi, ce qu'il veut faire avec l'argent. Donc c'est son ami qui lui donne l'intention que va lui faire un piquet. Non? Les piquets, c'est des petites bois qu'on enfonce par terre. Et selon ce que le soir qu'on veut te jeter, quoi. Donc, c'est son ami qui lui conseille qu'il n'a qu'à aller faire un piquet pour sa mère, pour que sa mère décide de vendre la maison. On ne lui a jamais dit que le piquet qu'il partait faire, s'il pouvait tuer sa mère. Hein. On ne lui a jamais dit. La vieille, elle part pour aller... Maintenant. Donc, son enfant part faire le piquet. La vieille prend la route pour aller faire son ravitaillement de viande de brousse. Elle fait un accident dans laquelle elle meurt subitement. C'est-à-dire qu'ils étaient au nombre de 4 dans la voiture. La voiture a fait un tonneau. C'est elle seule qui est morte dans la voiture. L'histoire est sortie. Moi, ça m'a fait triste parce que, bizarrement, même la veille, j'ai vu la vieille. Parce que généralement, quand je la vois, il y a un bar à côté de l'entrée de ma rue où, quand elle est souvent assise là, quand je passe, elle dit que tu ne me payes pas une bière. Donc, moi, je la paye la bière. Dans la veille, moi, je l'ai même vu, je l'ai payé 2 bières. Je suis parti. Donc, c'est comme ça, je viens le soir. La dame chez qui je mange là, généralement, me dit que, tu sais, la nouvelle qu'on a reçue ce soir, elle dit que c'est quoi? Elle me dit que, la vieille, si elle est décédée. Elle dit comment la vieille est décédée. J'ai regardé dans l'histoire, si elle dit l'histoire n'est pas claire. Le jour de son enterrement, moi, il dit je ne peux pas aller parce que j'étais vraiment triste. On était là et un jour, le petit commence par avoir un peu ce qu'on appelle le surménage. Il commence par devenir fou, non? Et il enlève le pantalon, il commence par crier que oh, tu m'as dit que si je faisais le piquet, ma mère allait vendre la maison pour me donner l'argent. Tu ne m'as pas dit qu'elle allait mourir. Le petit a commencé par crier lui seul. Il a commencé par raconter ça. Il enlève ses habits, il déchire tout et il commence par chasser les gens dans le quartier. Ils l'ont enchaîné. Le nom de l'ami qu'on appelle, ils sont allés chercher l'ami. Son grand frère est parti parce qu'il connaît l'ami. Il est allé chercher l'ami. D'abord, il ne dit pas à l'ami que ton ami est devenu fou. Hein. Il dit, viens, on a besoin de toi à la maison. Donc c'est comme ça, le gars vient, il voit son ami enchaîné. Et le petit étant enchaîné, continue à répéter la même chose. Et il dit que bon, il prend une machette, il dit que bon, si tu ne dis pas ce qui s'est passé entre vous deux, je vais te tuer ici. Et même s'il faut que j'aille mourir en prison, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est pas comme ça que, par panique, l'ami commence par parler qu'ils avaient tous des amis en commun qui allaient quelque part pour faire des rituels de bain de chance où ils vont devenir riches. Et qu'on lui avait demandé une somme de 1 million pour lui faire le rituel, il allait devenir riche, il allait avoir des voitures et construire des maisons. Et comme la maman n'acceptait pas qu'on vend la maison, qu'il a accompagné quelque part pour aller chercher un piquet pour faire à la maman qui était censée normalement booster le cerveau de la maman pour qu'elle accepte de vendre la maison. Mais que personne ne savait que ça allait tuer la vieille. Donc l'histoire, c'est comme ça l'histoire est sortie. Ils ont amené celui qui a commencé la folie dans, comment vous appelez, là où on amène les fous là, cicatrique ou je ne sais pas, histoire, comment vous appelez ça. Donc ils l'ont amené là-bas. Ils ont amené celui-ci aussi au commissariat. Actuellement, je pense que son procès doit être dans, je ne sais pas combien de semaines là-bas, mais y compris lui et les autres amis, y compris le monsieur qui dit qu'il fait les bains pour rendre riches les gens. Il paraît que ce dernier aussi, il vit sur une période. Hein. Même lui qui veut rendre les gens riches, c'est pas qu'il a une voiture. Hein. Il n'a même pas un vélo, paraît-il. Il continue de prendre les taxis motos. Mais c'est lui qui fait les bains aux gens pour qu'on devienne riche. Donc, il y a un langage ivoirien qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on te commande, il faut savoir t'envoyer. Histoire de vouloir devenir riche là. Arrêtez ça. Même ce soir, quelqu'un m'écrit, il me dit que lui veut devenir riche. Il a dit que moi, je ne rends pas les gens riches. Donc, affaire de richesse là, faites doucement. Très doucement. Et surtout, quand vous partez voir les gens pour faire des choses, pour vous leur demander un service, prenez le soin de leur demander les conséquences que ça peut apporter. Parce que vous serez en train de vouloir aller faire dormir un enfant et vous allez réveiller un cadavre. C'est très, très important.
Et surtout, haïr les fréquentations. N'ayez pas les yeux gros. Dès que quelqu'un a la voiture ici, ah, donc c'est moi, je suis en retard. Vous n'êtes pas venu au monde le même jour, vous n'allez pas mourir le même jour. Si quelqu'un a sa voiture, papa, il faut marcher. Tu n'es pas né avec voiture. Et si tu meurs un jour, on ne va pas t'enterrer avec ta voiture. Donc, doucement. Voilà ma part des deux histoires. D'accord. Merci beaucoup, l'homme de l'homme, pour l'histoire. Je t'en prie. Ciao, bonne nuit et bonne soirée à tous. Et à toi, dans les commentaires. Vous avez suivi? Pour aller voir un marabout que je vais faire dormir ton enfant. Après, tu révèles le cadavre. Que celui que les oreilles pour entendre. En tout cas, je ne finis pas. Bonsoir. Bonsoir DMG, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, je suis là, ça fait... Je suis là, ça va, tranquille, ça fait un moment. Oui. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. J'ai deux coups d'histoire à vous raconter vite fait là. Ça va pas durer, je vous promets. D'accord. Alors la première histoire, je sortais avec une fille. Ça fait un moment quand même. À un moment, seulement que au début tout allait bien, mais seulement qu'à un moment donné, elle commençait déjà à me demander des choses qui étaient au-dessus de moi en fait. Des choses que je ne pouvais pas, tu vois, genre quand tu commences avec une bilinga, elle connaît tes limites en fait, tu vois un peu. Elle sait quand même ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais seulement qu'à un moment donné, elle me demandait des choses qui étaient au-dessus de mes moyens en fait, tu vois. C'était trop compliqué pour moi. Elle dit que gars, c'est mieux que voilà, que tu prennes ta route et puis rester dans mon couloir. Là-dessus, j'ai appris que gars, quand à un moment donné tu te rends compte que ce n'est plus à ton niveau, c'est le cœur tu quittes. Quand je sais maintenant mon cœur je quitte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en relation avec un Nanja. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle veut dire. Je pense que ceux qui sont dans les commentaires comprennent aussi. Elle se met en relation avec un Nanja. Elle commence à fonctionner avec le Nanja. Maintenant, dans ça aussi, elle commence à sortir avec un gars, avec un Camerounais aussi. Apparemment, elle aimait plus le Camerounais que le Nanja. Le Nanja était comme un financier en fait, tu vois un peu. Donc, elle gérait les deux au même moment. Mais le cœur était plus sur le Camerounais. Le Nanja était comme quelqu'un qui finançait. Maintenant, elle est restée comme ça. À un moment donné, elle gérait les deux en fait. À un moment donné, elle est tombée enceinte. Le Nanja était content que voilà. Quand tu donnes le thème, essaie d'expliquer le thème parce qu'il y a plusieurs nationalités de live là, pas seulement les Camerounais. Ouais, Nanja, quand il dit Nanja, ça veut dire un Nigérian. Voilà, ok. Quand il dit Nanja, ça veut dire qu'elle sortait avec un Nigérian qui résidait au Cameroun, puisque moi je suis Camerounais. Le Nanja résidait au Cameroun et elle sortait avec un Camerounais en même temps. Voilà, à un moment donné, elle est tombée enceinte. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, le Nigérian était content, il savait que c'était son enfant. Or, c'était l'enfant du Camerounais. Elle a dit, à un moment donné, elle a joué son jeu et à un moment donné, elle a dit au Nigérian que vraiment soit posé. Une façon de dire que reste tranquille, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant du Camerounais. Le Nigérian n'a pas apprécié ça. Il a dit que ça va pas se passer comme ça. Que lui, en tout cas, il va pas accepter ça. Ça va pas se passer comme ça. Elle a accouché. Je vous rassure que elle a accouché. L'enfant avait 1 mois. Je me rappelle encore comme c'était hier. L'enfant avait 1 mois. Un soir, elle était assise devant sa véranda avec sa grand-mère. À un moment donné, elle a crié que grand-mère, le serpent m'a mordu. Grand-mère, le serpent m'a mordu. Je vous jure que on n'a jamais vu le serpent. On l'a amené à l'hôpital. Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital. Elle est morte en cours de route. Donc, les gens disent, moi je peux pas confirmer, mais les gens disent que c'est le Nigérien qui l'avait fait ça. Et voilà, moi je peux pas dire que c'est vrai ou pas, mais je vous rassure que ça m'a été mystique, puisque sa grand-mère n'a jamais vu le serpent. Personne n'a jamais vu le serpent.
Bon, je vais dire à mes soeurs que quand vous mettez avec quelqu'un, je sais pas, essayez d'être honnête et juste. Voilà la première histoire. La deuxième, maintenant, je peux la raconter, la deuxième. Oui, vas-y. Ok. La deuxième, alors, concerne les commerçants et les commerçantes qui vont dans les Chine, Turquie, machin, truc, qui achètent les marchandises là. Il y a beaucoup qui vont dans les Chine, Turquie, machin, qui sont trop riches. On se dit que beaucoup sont compliqués en fait, parce que à l'époque je me battais et puis il y avait un grand frère qui faisait ces routes en fait, que j'admirais beaucoup. Je voulais vraiment faire comme lui en fait. Bon, lui, par contre, il m'avait toujours encouragé, il m'avait toujours dit que non, si tu as telle somme, on peut aller, avec telle somme, tu peux commencer et tout et tout. Bon, moi, je le croyais, je lui faisais confiance, plus que lui faisait déjà cette ligne, en fait. Et je me suis battu, en fait. Et la somme il m'avait dit que je pouvais commencer avec une certaine somme. J'étais d'accord, je me suis battu, j'ai trouvé cette somme. Mais seulement, en voyage, on arrive, le gars commence à me dire que non, il y a une réunion qu'il a parlé avec ses frères, et tout. Comme je viens de commencer, ils vont me faire bouffer en premier lieu pour m'encourager en fait. J'ai dit que mon frère, je me suis dans la tête que mon frère, depuis le Cameroun même, depuis mon pays, les histoires de réunion, j'aime même pas ça, j'ai jamais fait ça. Pourquoi subitement arriver ici, je veux commencer à faire les réunions avec des personnes que je ne connais pas, un truc que j'ai même jamais fait. Gars, c'était compliqué pour moi. Moi, il lui a dit que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas faire ça. Mais je vous rassure que le gars qui était gentil, qui était courtois est devenu... Donc, j'ai vu une autre personne en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. J'avais l'impression de ne pas le connaître en fait. Moi, il lui a dit que gars, ce n'était pas possible. Ce n'est même pas quelque chose que je pense en fait. On s'est gâté, tu vois, le genre où on s'est gâté comme ça. Moi, je suis quitté à l'hôtel où on était. Moi, je suis sorti, tu vois, le genre où tu sors avec la rage seulement. Je suis sorti. Par chance, il y a des gens qui demandent c'était quel pays, c'était à Dubaï. Dieu merci. J'avais un grand frère, un très bon grand frère à moi qui était là depuis un moment. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué le problème. Il m'a dit que ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé pour mon reste de séjour que je devais passer là-bas. Je suis allé dans sa maison, j'ai payé j'ai payé ma participation. Tu sais, tu peux pas rester chez quelqu'un comme ça gratuit. J'ai payé ma participation. Et avec le temps, pendant que je suis resté avec lui, j'ai essayé de faire un peu les tours dans les marchés. C'est où j'ai compris beaucoup de choses en fait. C'est où j'ai compris beaucoup de choses. Parce que certains, je peux pas dire tout, on ne peut pas dire tous les commerçants, mais la majorité qui sont très riches là, c'est compliqué. Parce que ce n'est pas aussi... Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il fait Turquie, Chine, Dubaï, machin, il a beaucoup d'argent, beaucoup c'est compliqué. Parce que d'après ce que moi j'ai compris, comme ici c'est une plateforme pour sensibiliser, nous sommes ici pour sensibiliser, c'est pas très facile parce que quelqu'un te dit par exemple, la somme qu'il m'avait demandé pour aller dans le pays là, avec la somme là, avec ce que j'avais dépensé comme billet d'avion, hôtel et tout, je ne pouvais jamais, je dis récupérer mon argent, je ne pouvais jamais récupérer. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que là-bas, à Dubaï, Chine, Turquie, machin, truc là, il y a plusieurs façons de fonctionner en fait. Quelqu'un peut acheter quelque chose là-bas dans les pays là, il revient dans ton pays d'origine, il te livre un prix que... Une histoire mystique, hein. Et le business ne concerne pas ici. Non, je suis en train de dire que beaucoup de gens c'est compliqué. Je suis en train de dire quoi, que il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont compliqués en fait. Donc, pour conclure, je vais dire que si quelqu'un n'a pas assez de capital, la personne peut commander la marchandise étant dans son pays pour éviter de rentrer dans les choses compliquées et dépenser beaucoup d'argent et de perdre à la fin. Voilà, j'ai fini. Je peux dire ça. D'accord, merci beaucoup pour les deux histoires. Bye, bonne soirée.
Bonjour. Bon, coucou DMG, désolé. J'étais en train de mourir de rire en commentaire. Coucou, Joël, ça va? Vas-y, moi ici, là. Bonsoir, les bébés DMG TV. Alors, moi, j'ai la suite d'une histoire que j'avais racontée il y a plus d'1 an aujourd'hui, ici, là. Les anciens vont se souvenir. La suite de l'histoire. Hein? Ils vont remarquer la voix. Voilà. La suite de l'histoire, là. À force d'apprendre et de voyager, on découvre la suite. Donc, pour un petit recontexte, c'est que sur la terre que nous vivons, c'est là. Il n'y a pas seulement les gens comme vous et moi. Hein? Il y a d'autres entités, d'autres races qui vivent. Quand je dis race, là, c'est tout genre. Les reptiliens, les sirènes, les dragons, tout le genre. N'est-ce pas? On avait à raconter ça. Et dans mon village, il y avait une grand-mère que je vous avais dit déjà. Sa descendance, elle, ils naissent avec les pieds à l'envers. Donc, quand ils viennent sur cette, ils naissent là. Tu vois, comme toi et moi, on marche tout droit comme ça, là, notre pied regarde devant, non. Eux, c'est tourné, et le pied, au lieu de regarder devant, ça regarde plutôt derrière. Tu vois, donc, s'ils partent par devant, et que tu veux suivre leur pas, tu vas plutôt aller au contraire de leur... Je ne sais pas si les gens comprennent un peu. Donc, après avoir connu cette dame-là au village et ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde qui naît comme ça, en lisant dans les livres d'MG, j'ai découvert que en fait, c'est pas juste une histoire mystique, c'est une histoire qui est vraie. Mais on la raconte au village comme si c'était mystique. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que cette famille-là qui a les pieds à l'envers, qu'on dit que voilà, ils sont des descendants de je ne sais pas trop quoi, et c'est pour ça que les gens ne savaient les pieds, donc ils font peur. En lisant d'autres livres et en voyageant aussi en Afrique, j'ai trouvé un peuple en Mozambique qui s'appelle Vadoma. Le peuple là en Mozambique aussi, DMG, mot pour mot, ils ont les pieds des oiseaux. Sauf qu'au lieu d'avoir 3 orteils, comme les oiseaux ont 3 orteils, ils ont 2. Et ces peuples-là sont cousins avec le peuple, on va dire la famille de la mamie au village là, qui a les pieds à l'envers là, qui regarde par derrière alors qu'elle part par devant. Et pour ceux qui demandent si c'est vrai, je vais vous mettre la photo sur mon profil là, DMG, si tu peux agrandir. Parce que c'est quelque chose qui est... c'est comme si c'est un mystère, mais c'est vrai. Donc, alors, comment je fais? Attendez juste une seconde. Voilà. C'est le peuple là comme ça que vous voyez là. Donc, le peuple que vous voyez là s'appelle Vadoma. Vous voyez, eux, ils ont le pied avec 2 doigts comme les oiseaux. Comme les oiseaux. La dame dans mon village, elle avait le pied. Au lieu que ça parte par devant, comme pour eux, pas au moins par devant, même si c'est seulement 2, pour elle, était plutôt tournée vers l'arrière. Et ici, en Europe maintenant, plus précisément en République tchèque, j'ai rencontré, on va dire aussi, leur 3e cousin. Leur 3e cousin, qui ont les pieds comme ça. Maintenant, la partie qui fait vraiment flipper, c'est que il y a donc une histoire que ce peuple Vadoma a lui-même racontée. Et la même histoire a été racontée par leurs cousins qui sont en République tchèque. Quand je dis cousins, c'est dans le sens où ils ont les pieds des oiseaux. Ils racontent tous, tu peux me remettre en petit DMG si tu veux. Ils racontent tous dans leur légende que non, c'est pas issu de la malformation parce qu'il y a des généticiens qui sont même allés là-bas, ils ont tout fait. Ce n'est pas une malformation, c'est comme ça qu'ils naissent. Et eux, dans leur tradition, les Vadoma et même le peuple de la Tchèque et même aussi en Russie, là-bas en Sibérie, il y a un autre peuple qui est pareil. Ces peuples-là ont tous la même histoire. DMG. Ils disent que sur la terre, là, tu comprends, non? Quand il y avait, on va dire, quand on va partir sur le prétexte de ceux qui croient à la Bible,
D'accord? On va partir sur Adam et Ève. C'est plus facile pour beaucoup. Pour ceux qui croient à Adam et Ève, l'histoire de ces peuples-là qui sont tous cousins parce qu'ils ont les pieds des oiseaux dit que à la base, il y avait, on va appeler DMG et Zélapanté. DMG et Zélapanté étaient les gens que Dieu avait créés. Mais à côté de ça, sur la terre ici, n'est-ce pas, il y avait d'autres, on va dire d'autres maisons qui étaient fermées. Et c'était que DMG et Zélapanté devaient seulement vivre dans une chambre, ils ne devaient pas aller dans l'autre chambre. Et dans la chambre où ils étaient, il y avait tout. Sauf qu'un jour maintenant... Pardon? Je mets dans l'histoire là. Non, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, papa, tu ne meurs pas. Sois même content que toi tu es humain dans l'histoire parce que les gens qui rient en commentaire là, les Asiatou, les Sembe, eux ils seront seulement les reptiliens. Donc, le peuple là, les peuples au pied des oiseaux là, soit les pieds à l'envers, les pieds des oiseaux, les pieds de canard, bref, les pieds qui sont 2 ou 3 là, racontent tous la même histoire, comment ils sont venus exister ici là sur cette terre. Et l'histoire là dit quoi, DMG? Ça dit qu'il y avait donc 2 personnes que Dieu a créées, toi et moi. On avait notre, on va dire notre lopin de terre où on vivait notre best life. Il y avait d'autres personnes dans d'autres endroits qui vivaient aussi leur vie là-bas, mais ils n'étaient pas comme toi et moi avec 5 doigts, 2 pieds et tout et tout. D'autres c'était les sirènes, d'autres c'était les dragons, d'autres c'était les hommes chevaux, d'autres c'était les oiseaux, hommes. Il y avait tout genre, mais séparés. Par contre, DMG et moi, on était très jolis. On était bien, on avait 5, nous on était symétriques, on va dire comme ça. Et les autres races qui vivaient dans d'autres mondes séparés de nous ont commencé à nous envier. Voilà donc un jour que DMG dit que je vais un peu jouer le Manjang. Ça, c'est la légende de ces peuples. Et j'ai même le livre de ça avec toutes les preuves à l'appui. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, si vous m'écrivez sur Telegram, je vous enverrai ça. Ça a été documenté, toute leur histoire. Un jour, donc, DMG se met à jouer le Manjang, dont les 2 individus que Dieu a créés. Pendant qu'il joue le Manjang, il atteint on va dire la fréquence de la vie, la 432 Hz. Et moi, je me mets à danser, à faire le Kikongo là. Hein, je tourne les reins. Pendant que je tourne les reins, me voilà aussi qui se met à vibrer à une fréquence qui harmonise tous les mondes dans lesquels les races différentes là se trouvent. Chemin faisant alors, les races, on va dire oiseaux, les races reptiles, les races ceci, pénètrent dans notre monde DMG. C'est comme ça donc que elles prennent un prince des oiseaux, on va dire du monde des reptiles, va prendre la forme de DMG. Donc il va ressembler à DMG. Il va venir, je vais croire que c'est DMG, et puis je vais tchoukou avec lui. Par derrière, je m'endors, et après, la princesse aussi de la sirène va sortir aussi de son monde. Elle va aussi prendre ma forme à moi. Elle va venir voir DMG. DMG aussi va tchoukou en passant. Arrêtez de rire à commenter les enfants. Et c'est comme ça donc que DMG et moi, on va faire tchoukou avec la sirène et avec le reptile. Mais sans connaître parce qu'ils avaient pris la forme de DMG et ma forme. Donc on a été tous deux dupés. Par contre, maintenant, le prince des reptiles va repartir dans son monde, mais la sirène va être bloquée dans notre monde à nous, donc dans notre petit lopin où nous on vivait. Maintenant, on se retrouve donc ici à 2, et plus tard on se rend compte qu'en fait, on a tchoukou avec des inconnus. Me voilà donc je suis Bélé, et entre temps aussi, la sirène là aussi avec qui tu as tchoukou, elle est Bélé. Donc, ces peuples-là donc que je vous ai montré, que ce soit la dame dans mon village, que ce soit ceux de Mozambique, que ce soit ceux de Russie, ceux de République tchèque, disent tous être les descendants de ces enfants hybrides-là, issus des fécondations faites entre les premiers humains avec les reptiles et avec les oiseaux. On va dire comment on va appeler ça? Les dragons. Avec les dragons. Et quand on regarde dans tout, même en Chine, il y a la même chose. Vous allez remarquer que pour ceux qui regardent les grammaires chinois ou même coréens ou japonais,
Le dragon est un animal emblématique qui revient et à la base, il vole même. C'est pas juste un dragon il vole aussi. Donc, quand vous regardez ces peuples-là et vous regardez dans les peuples de maintenant, on se rend compte qu'il y a encore des mélanges de ces gens qui ont été faits dès la base. Et d'autres même, j'avais raconté une histoire ici, disent qu'il y a même certains dans des boîtes de nuit où tu vois quelqu'un avec les pieds de sabot, les pieds de chèvre. C'est parce qu'ils ont aussi été tchoukou par l'animal qui est mi-cheval, mi-homme. Je ne sais pas comment on appelle encore ça. J'oublie le nom. Il y a un animal aussi comme ça. En gros, c'est pour vous dire que sur ce monde, si vous pensez que nous tous ici, là, nous sommes humains comme DMG et la panthère dans l'histoire était, c'est pas ça. Il y a des... Voilà, Micha, c'est le centaure. Voilà, merci beaucoup. Merci au bébé panthère. Voilà. Donc, il y a plusieurs animaux. Et dans la plupart des traditions africaines, on va dire comme ça, il y a des gens qui sont initiés à voir ces entités-là. Et pourquoi même pas aussi voyager dans les différentes dimensions. Je vous ai raconté cette histoire pour pas que vous ayez toujours peur. Pourquoi? Parce que le peuple Vendôme, là, qui a les pieds, que je vous ai mis la photo, raconte que les entités qui vivent sur cette terre-là, comme vous avez dit, les démons qui viennent faire ci, qui viennent faire ci, à la base, ce ne sont pas juste des démons. Ce sont d'autres espèces qui vivent sur la même terre que nous. D'autres vivent souterrains, d'autres vivent dans les eaux, d'autres vivent dans l'air, d'autres vivent... Ils vivent partout. D'autres même sont des minuscules entités. Ils se nourrissent de la peur et de l'ignorance DMG. La plupart des histoires que j'ai écoutées là depuis 20 heures que je suis sur le live, c'est de la peur que se nourrissent ces gens-là. Parce que la morale dans la plupart des histoires que les gens ont dit, c'est que il faut faire attention, il faut pas accueillir les gens dans vos maisons, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais la plupart de ces choses-là est due au fait que nous, les humains, on va mettre entre parenthèses, parce qu'il y a même dans le live, s'il y a des gens qui ne sont pas des humains, oui, je sais que vous êtes là. Il y a des enfants, des reptiliens ici, là, et des lézards et tout et tout. La plupart d'entre nous, quand on a peur, eux, ils se nourrissent des sentiments de peur, de haine, de aigreur, de jalousie. Et plus les gens ont peur, plus les gens ont la jalousie, plus les gens font la guerre, et plus ces entités-là sont contentes et perpétuent et se multiplient encore plus et créent notre monde encore, augmentent le chaos dans nos mondes. Donc, il faut vraiment comprendre que vous avez le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. Mais il va falloir que vous poussiez, comment je vais dire, que vous vibrez haut. Enlevez la peur en vous. Cherchez à avoir la connaissance. Lisez énormément et parlez avec les vieux du village. Ceux qui disent là que, oh, je veux pas aller au village. C'est pas, dans ta maison là, si tu t'amuses même toi-même, tu es descendant de reptiliens. Descendante d'oiseaux. Mais tu es là en train de dire que oui, la fille là, non, c'était une sorcière, elle avait le gros ventre. La petite histoire de la jeune dame qui est montée là, on aurait dit mon histoire. Moi, quand j'étais petite, j'avais le gros ventre, on dirait le beriberi. On m'appelait Ivou. Donc, à partir de là, vous comprenez donc que l'ignorance fait que parfois, certaines personnes ont besoin d'aide, mais tellement on est ignorant qu'on va les taxer de sorciers, on va les taxer de vampires, de tout et tout et tout. Et c'est ça que ces entités maléfiques là veulent qu'on fasse. Elles veulent qu'on se déchire entre nous, elles veulent qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas. Donc si je peux donner un conseil aux gens, c'est de chercher à connaître et de ne pas avoir peur. Dès que vous laissez la peur venir s'installer, c'est fini. Ils vous possèdent et puis c'est tout. Donc, n'ayez pas peur parce que vous êtes les enfants du soleil. Les enfants du soleil ne doivent pas avoir peur. Eux, ce sont les enfants du souterrain. Les enfants du marécage, des étangs, des égouts. On vibrait haut. Je vais m'arrêter là parce que plus tard, j'ai une autre histoire qui fait un peu flipper, mais je reviendrai après. Allez, bye bye. En tout cas, dans l'histoire, moi, il se manque tchoukou dans l'histoire, s'il vous plaît. Tchoukou. Tchoukou. Découper les caresses, la magie. Hello DMG. Bonsoir ma personne, c'est comment? Ça va, ça fait longtemps, hein? Vraiment.
2 mois. Mais j'ai vu tes films, félicitations. Merci. J'ai aimé le deuxième film. Deuxième film. J'ai aimé le deuxième film. J'ai vu 2 films, non? Là où il y a la mère et puis qui vend la fille. Et puis après, j'ai cru voir un autre. Félicitations, c'est très bien. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai traitée. Elle peut s'intituler « Le contrat de la sorcellerie ». Contrat de la sorcellerie. Et cette histoire m'a vraiment interpellée parce que les personnes qui faisaient du mal au protagoniste, vraiment, ne pouvaient pas imaginer. Donc, c'est un père de famille qui a eu des enfants avec une dame. C'est-à-dire que le monsieur, je vais l'appeler Patrick, il a eu des enfants avec une dame qui s'appelait Mélanie. Il a eu 3 enfants avec elle. Il a eu une fille que je vais appeler Solange, un garçon qui s'appelle Eric, et un autre qui s'appelle Samuel, et une autre petite fille. Ils ont eu donc 4 enfants, donc 2 filles, 2 garçons, mais l'aîné c'est la fille qui s'appelle Solange. Et à un moment, quand la mère est morte, le père a demandé à récupérer ses enfants. Il n'a pas laissé les enfants dans le côté maternel, sur le côté maternel, il a récupéré ses enfants pour les emmener chez lui. Quand il a amené ses enfants chez lui, il a commencé à voir qu'il avait maintenant beaucoup de difficultés pour aller au travail, beaucoup de difficultés pour avoir de l'argent. C'était vraiment compliqué, c'était très difficile pour lui. Quand il allait déposer les dossiers, même si l'entretien s'est passé très bien, quand on lui dit qu'on va te rappeler, on ne le rappelait pas. Quand il avait un contact, un piston qui dit que non, va là-bas, on va te recevoir. Quand il arrive, c'était autre chose. Jusqu'à un jour même, on lui avait demandé un dossier, il a constitué le dossier là, il a enfermé ça dans son placard à double tour. Un gros rat est venu manger le dossier. Et donc, il était vraiment dépassé. Il était dépassé, il n'en pouvait plus. Il tirait vraiment le diable par la queue pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa famille et tout ça là. Et il a commencé à avoir des problèmes avec la bailleresse qui n'arrêtait pas de le menacer, de dire que oui, tu vas partir et tout ça là. Jusqu'à un matin, il allait encore se battre pour trouver du travail, faire des bricoles. S'il arrivait à trouver des bricoles, il reste là-bas 1 mois, maximum 3 mois. On va toujours le renvoyer. Donc un jour comme ça, il rentre du travail, de la bricole qu'il avait pu trouver. La maison est en feu. Tout se brûle. Imagine une maison qui se brûle du toit jusqu'au soubassement. Il n'a pas pu sauver ses diplômes, ses documents, tous les habits, tout s'est brûlé, carbonisé. Vraiment désespéré en cas de cause, il allait squatter chez une de ses sœurs et le temps de pouvoir se retourner et trouver un logement. Donc sa sœur a dit que et la bailleresse, ça m'avait quand même fait tiquer. Quand la maison brûle, on est quand même des Africains. Imagine, tu as une maison que tu as mis en location. Ton locataire, la maison brûle. Ben, tu le poursuis quand même en justice. Hein, pour qu'il te rembourse les frais. Rien. La bailleresse, à ce moment, dit, je ne veux plus te voir et tout ça. Là, elle a chassé le monsieur. Elle n'a rien demandé. Et donc, sa soeur lui dit, mais tu ne trouves pas bizarre quand même que tous les blocages que tu as, tu ne travailles pas, dès que tu cherches de l'argent, ça ne passe pas. Tout ce que tu entreprends, même quand tu essaies de déménager, allons quand même à l'église, on va quand même prier pour toi. Donc, ils sont allés maintenant à l'église et tout ça là. Ils ont rencontré une femme prophétesse. La femme prophétesse a regardé, elle a dit, je peux venir chez toi. Elle est venue chez lui. Elle a dit, mais les sorciers de ta vie, ce sont tes enfants. Tes enfants qui sont là, ce sont eux les sorciers de ta vie. Je me suis dit, comment ça? Mes enfants? Jamais, c'est impossible. Comment on peut dire? Il se fâche même avec la prophétesse, comment elle peut accuser ses enfants? Comment elle peut dire ça? Ce sont des enfants innocents. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, tu ne me crois pas. Mais est-ce que tu es quand même prêt à suivre, comment on appelle ça, des travaux spirituels, qu'on se mette en jeûne, en prière, qu'on se concentre. Au moins, même si tu ne crois pas ce que je te dis là, Dieu va quand même te montrer quelque chose. Donc il dit oui.
Et quand ils commencent les prières, les jeunes, au bout du milieu du jeûne, ils trouvent même de quoi pouvoir déménager, s'installer dans sa maison. Il a même une nouvelle petite amie. Il y a relativement un peu de calme. Tout le monde est au jeûne, tous les jours on est à l'église, ils prient. Jusqu'au jour fatidique où la prophétesse décide qu'elle doit maintenant laver les pieds de toute l'église. Elle doit laver les pieds de tous les gens de l'église. Et la fille aînée de M. Patrick, Solange, se réfugie au fond de l'église parce qu'elle ne veut pas qu'on lui lave les pieds. Ah, comment ça? Donc la prophétesse force, on lui lave les pieds. Elle fait des déclarations, elle prie, elle invoque le sang de Jésus, le Saint-Esprit, ah, kakalabo, chaka. Tu vois comment il parle, rebo, chaka. Elle parle fort. Ils rentrent, tout le monde rentre vers 1h, 2h, ils sont fatigués, ils dorment. À 4h, Solange vient cogner à la porte de son père que non, papa, je vais te parler. Il dit, comment ça? Mais regarde l'heure qu'il est, si tu veux. Ça ne peut pas attendre demain. Il dit, non, papa, ça ne peut pas attendre demain. C'est une question de vie et de mort. Ah, le papa sort comme ça et tout. Il s'assoit au salon. Sa femme aussi sort pour dire que, bon, la fille aînée de mon mari veut lui parler quand même. Il est 4h du matin. Il faut quand même qu'on écoute. C'est là où sa fille DMG lui avoue que oui, oh papa. Ce que la prophétesse a dit, c'est vrai. J'ai été initiée à la sorcellerie par maman et mon grand-père. Il dit, mais ton grand-père est mort. Ton grand-père est même mort avant ta naissance. Elle dit, ah, il est toujours là, c'est lui qui m'a initié. Et il a placé un contrat sur ta tête. DMG, c'est là où je suis que donc dans la sorcellerie, là, ils mettent le contrat sur les gens. Ils te mettent un contrat où toi, tu appartiens à telle famille. C'est-à-dire que les sorciers là, ils mettent une trace, une marque sur toi pour que dans le monde spirituel, les autres sorciers sachent que tu appartiens à cette famille, quoi, à cette sorcellerie familiale là. Et elle a dit que non. Et moi, quand maman et papy m'ont initié, j'ai initié Eric et Samuel. Celle que je n'ai pas encore initiée, c'est la dernière. Donc, quand on nous a initiés comme ça là, on avait comme mission de détruire ta vie. Que tu ne dois jamais trouver le travail, tu ne dois jamais te marier. Là où tu es même là, dans le monde spirituel, je suis ta femme de nuit. Le père est tombé de son fauteuil. Il dit, quoi? Il dit, oui, je suis ta femme de nuit. Et là où on était, on a vendu ton contrat à la bailleresse. Que, en échange de sa maison qu'on va brûler, parce qu'il fallait qu'on brûle tous tes documents, on va augmenter sa sorcellerie. On va lui offrir des fantômes. C'est-à-dire que des fantômes qui travaillent dans le monde spirituel pour produire l'argent. Des fantômes qui sont esclaves dans le monde spirituel. Donc, il y a des transactions spirituelles sorcellaires qui se passent. Non, tu es là, Tom, tu n'es pas informé que là où tu es là, il y a déjà un contrat sur toi. On t'a vendu. Comme les joueurs de club de foot, là. Tu es au PSG, tu es déjà vendu là-bas au Real de Madrid, tu n'es pas informé. C'est pourquoi la bailleresse n'avait pas fait le bruit quand la maison avait été brûlée, parce que dans le monde spirituel, il s'était entendu qu'il faut qu'on brûle la maison pour qu'il perde tous ses documents, ses diplômes et qu'il ne puisse pas postuler pour le travail. En échange, ils lui ont fait 2 fantômes pour qu'ils vont travailler pour elle. Et que son travail, ils ont divisé son travail en 3 parmi eux. La fille, elle a pris la localisation du lieu de travail. Le deuxième fils a pris le bureau et le troisième fils a pris la voiture parce qu'ils ont vu que c'était écrit que le monsieur doit travailler et le monsieur doit être très bien placé dans l'administration. Donc, comme ils ne pouvaient pas briser ça parce que c'était déjà prévu, ils ont divisé ça en 3 pour que le monsieur ne trouve jamais le travail. Soit il explique que des moments, même quand tu vas faire des entretiens, dès qu'on est au courant que tu es dans telle société, dans le monde spirituel, on se connecte. On essaie de voir s'il y a un sorcier qui travaille là-bas. Donc, quand il y a un sorcier qui travaille là-bas, on envoie l'information que non, si tel vient là-bas, il faut bloquer son dossier. Donc, même le monde des sorciers, là, ils sont très réseautés entre eux. Ils s'informent, ils se tiennent informés. Donc, le père était choqué. Choqué, il avait froid. Il a appelé la prophétesse pour dire que non, je n'arrive pas à croire. Voilà ce que ma fille me raconte. Qu'elle est ma femme de nuit, qu'ils ont divisé mon travail en 3 parts, qu'ils ont vendu mon contrat à la bailleresse. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient absolument pas.
Et puis ces enfants, imagine tes enfants, ta progéniture dont tu t'occupes et tout ça là. Et elle lui dit même que là où tu as déménagé là, on s'est arrangé pour que tu déménages auprès d'un grand sorcier aussi, le nouveau bailleul aussi. On a aussi vendu le contrat aussi chez lui. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu avais mis tes dossiers dans le placard, tu avais fermé à clé? C'est moi qui me suis transformé en rat pour aller manger ça. C'est là où il s'est rendu compte que oh, il y a un avion qui passe chez moi. C'est là où il s'est rendu compte que même quand par exemple, quand il prend un écran plasma, il se bat pour payer un nouveau frigo, pour payer quelque chose. À chaque fois, la jeune fille, là, elle va toujours trouver le moyen de casser, d'électrocuter. Elle va toujours trouver le moyen de faire un truc bizarre. Donc, quand la prophétesse arrive, la prophétesse commence à déclarer, elle commence à faire des travaux spirituels et elle demande aux enfants de relâcher le contrat du père, de relâcher vraiment le contrat du père parce que ça ne se fait pas. Qu'ils n'ont qu'à libérer leur père pour que leur père puisse s'occuper d'eux. Leur mère est déjà morte. Il est le seul à payer leur scolarité, à payer la nourriture. S'il ne travaille pas, il va faire comment pour prendre soin d'eux. Et pendant qu'ils sont en train de faire la transaction pour que les enfants rendent la vie, les bénédictions de leur père, la dernière qui n'était pas initiée à la sorcellerie est tombée gravement malade. Ils avaient décidé de la vendre. Le grand-père a dit que non, comme vous allez dire la vérité à votre père, donnez-moi votre petite soeur comme compensation de la perte de mon contrat. C'est là où le père a dit, mais quand l'enfant est tombé malade, excuse-moi, j'ai sauté une partie, quand l'enfant est tombé malade, ils sont fait venir la prophétesse, et c'est la prophétesse qui a vu que ils avaient maintenant 1000 enfants dans le contrat. C'est là où le père dit, mais comment est-ce que je vais laisser ma fille mourir en échange de ma liberté? Je ne veux pas que ma fille meure. Donc, il faut vraiment se battre pour qu'on libère ma fille et tout ça. Donc, ils ont prié, ils ont tout fait. Et c'est là où un des garçons, celui qui avait le bureau, est venu rendre le bureau à son père que papa, moi, je te rends ton bureau. Je suis fatiguée aussi. Moi, je n'aime pas sortir en vampire, aller boire le sang des gens et puis te faire du mal. Je vois comment tu te bats pour nous. Vraiment. Le monsieur était dans mon bureau DMG avec ses enfants, à part la fille aînée. Quand tu vois les enfants là, ils sont normaux. Ce n'est pas que tu vas sentir qu'ils sont sorciers. J'ai regardé, j'ai essayé de voir si ça pouvait se voir sur leur front. Rien. Ils sont normaux. Ils n'ont pas de signes distinctifs. Donc quand le deuxième a rendu le bureau, celui qui avait la voiture aussi a rendu la voiture à son père que non, papa, je te rends la voiture. Parce que on avait mis que toi, tu ne vas jamais avoir une voiture que jusqu'à ta mort, tu dois marcher à pied. Moi, je te rends ta voiture et tout ça. C'est maintenant la fille qui a refusé de donner la localisation du travail à son père. Elle a refusé coûte que coûte. Elle est vraiment ancrée dans la sorcellerie familiale. Elle dit que si elle rend ça, son grand-père va lui faire du mal, donc elle ne peut pas rendre. Elle a refusé totalement. Elle a écrit une lettre de confession que le père m'a montrée. Et il a mis son enfant, il a préféré que sa fille quitte la maison, la maison, et il continue à prier. Donc vraiment, j'ai pensé à raconter cette histoire pour dire que il faut toujours élever nos enfants dans une voie spirituelle qui nous correspond. Il ne faut élever un enfant, c'est pas simplement le vêtir, l'envoyer à l'école et le nourrir. Un enfant, il faut l'éduquer spirituellement. Il faut lui inculquer des valeurs, des principes, pour que demain, après-demain, même s'il a des tentations, même si on le met dans une secte, dans n'importe quoi, l'enfant ne va pas être détourné. Parce que voilà un père, ses 3 enfants sont dans la sorcellerie. Même s'il aime ses enfants, même s'il leur pardonne, il sera toujours sur le qui-vive. Et jusqu'à présent, ce n'est même pas encore terminé. Il est toujours en train de prier pour trouver le travail, pour que vraiment sa vie se libère et tout et tout. Donc c'est ce que moi je voulais partager. Je ne sais pas si tu penses que le titre c'est bon, un contrat de sorcellerie sur sa tête, ou bien il est wanted dans la sorcellerie, je ne sais pas. Hein? Tu verras, mais moi ça m'a vraiment choqué. Ils vont trouver, oui, parce que vraiment, tu te rends compte que même les enfants qu'on veut garder à la maison, qu'on va adopter, dès que tu ne sais, l'enfant n'était plus avec toi pendant une période, il faut faire attention. Il faut faire des désenvoûtements, les délivrances, parce que tu ne sais jamais ce qu'on va donner à manger à tes enfants. C'est pourquoi moi, mes enfants ne dorment chez personne. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. On peut te gaspiller les enfants comme ça. Et les enfants, l'école, ils ne peuvent même pas aller à l'école parce que
dans la sorcellerie, quand on fait sortir les enfants dans la sorcellerie, quand on les initie à la sorcellerie, généralement, ils ne réussissent pas à l'école. Donc voilà maintenant les enfants qui sont maintenant dans le mysticisme, qui sont accros à ça et qui ont détruit la vie de leur père ou bien qui l'ont vraiment mis en retard. Donc c'était ça l'histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Likez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, tu me fais descendre ce que je ne sais pas. Bonsoir, pardon, tu m'écoutes. Oui, très bien. Okay, I'm English speaking, so I don't know if I'll write you. I'm trying to text it on this thing, but it cannot go. I don't know if I'll write you on your GM because it's my story. I actually want to share it with a lot of people here so that they will learn from it. So I want to really say a lot of things, but I've noticed that a lot of people here are francophones. So I don't know how to go about it. What should we do? Can you send me in English and then I will narrate it myself in French? Is it possible? So you share it with them and to be careful. And there is this. Je voulais dire ça. Let me say it in French. Je voulais dire que il y a les histoires ici. Quand vous écoutez ça, prenez ça au sérieux. Like, I want to say it very serious. Prenez ça au sérieux. Oui, il y a certaines histoires. Quand vous écoutez, vous voyez ça, vous dites que non, maybe it's a film or whatsoever. Prenez ça au sérieux. Parce que moi, je veux dire quelque chose. J'avais vu une histoire ici. J'ai pris ça comme si c'était rien. Et ça m'est arrivé la même chose. Et il y avait une fille aussi qui avait témoigné la même histoire. Et c'est quand ça m'est arrivé que j'ai pensé que, hey, j'avais vu ça ici. So I just want to say, je veux seulement dire que les choses que vous suivez ici, prenez ça au sérieux et soyez trop vigilants. If I was francophone, I could have explained it very well. So I will do as you say. Thank you very much. Then I will narrate for them. Thank you too. Je sais pas, j'ai une machine qui s'est gâtée. Il y avait des histoires que j'avais déjà programmées à diffuser. Si tu n'as pas encore suivi ton histoire, si tu envoies ton histoire sur le numéro WhatsApp et tu n'as pas suivi ça sur YouTube, c'est parce que j'ai perdu une machine qui avait déjà plus de 100 à 200 histoires programmées, déjà écoutées, tout ça. C'est pourquoi on a eu un retard récemment, même sur YouTube aussi. Parmi les histoires, il y avait l'histoire d'une femme qui t'a raconté qu'elle avait suivi une histoire ici. Et c'est parce qu'elle avait suivi l'histoire ici qu'elle a pu échapper à son tour. Et donc, quand on écoute des histoires ici, ce n'est pas forcément suivre les belles voies ou bien faire le Congo, ça. Il faut aussi apprendre que derrière ça, on apprend. Derrière ça, on apprend. Et quand demain ça t'arrive, tu es préparé à éviter. Bonsoir DMJ. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon, j'ai juste une petite histoire, je vais pas mettre long. Ça me concerne particulièrement. Bref, quand j'étais encore au Cameroun, parce qu'actuellement je suis à l'étranger, j'étais en 6e, ouais. C'était le jour de la remise des bulletins. Il fallait qu'on donne des bulletins de fin d'année pour partir en classe supérieure. Bon, on est à la remise des bulletins. Vous savez comment ça se passe au pays. Vous arrivez, parfois on vous perd du temps, histoire d'organiser bien des choses. Nanani, nanana. Bon, on a patienté, ouais. Bon, on était là, franchement, on avait déjà faim et j'étais avec une bande d'amis. Depuis le début d'année, on faisait parfois un peu du désordre. Bref, des amis qui faisaient assez de délinquance, donc les gars m'entraînaient dessus. Bon, on était à l'extérieur, on attendait le rassemblement pour qu'on nous donne des bulletins.
Maintenant, tout d'un coup, on a vu une fille, elle était un peu genre comme une grand-mère, des filles qui un peu le physique du village, un peu comme une petite sorcière, un peu un genre, bref, elle n'était pas normale comme une fille normale en fait. Elle avait sa noix de coco. Bon, nous également, on avait faim, il n'y avait plus l'argent. Tu sais, au village, parce que à l'époque, je fréquentais, l'année là, je suis descendu chez ma grand-mère, paix à son âme, faire ma 6e là-bas. Maintenant, quand on arrive, on voit une meuf avec sa noix de coco. Donc, du coup, mes potes donnent l'idée que allons arracher cette noix, on peut manger. C'est comme ça, les gros bras, bref, les gars qui étaient plus actifs, qui avaient vraiment l'esprit du désordre, parce que moi, je les imitais juste en fait. Ils m'engrainaient, je sais pas si tu vois. Bon, ils sont arrivés, on a arraché la noix, on s'est mis à courir, on est parti. Derrière, c'était un CS, parce qu'actuellement, c'est déjà un lycée, mais à l'époque, c'était un CS. Nous sommes arrivés derrière. Bref, dès qu'on a arraché, on s'est mis à courir. Nous étions même au nombre de 4-5. Nous sommes arrivés, on a cassé la noix. On a commencé à manger. Mais, quand on a arraché la noix, on a commencé à courir. À mon tour, parce que moi, je les suivais. On est parti derrière une cacahuète. Vous saviez, les CS, ce sont des petits lycées que l'État construit à des villages qui n'ont pas le secondaire. Donc, genre, quand des élèves prennent le CP, ils peuvent intégrer directement sans toutefois aller en ville. Parce que dans des villages, des parents n'ont pas des moyens pour envoyer des enfants, peut-être dans les chefs-lieux du département. Donc, du coup, il y a souvent des cacahuètes derrière. Ceux qui ont fait du village, du lycée, ils en savent. Maintenant, moi, à mon tour, en courant, l'abeille me pique. Quand maintenant une abeille me pique à l'œil, bon, je me mets à frotter ça. Tu sais, au début, tu as le sang qui chauffe, comme quelqu'un qui fait du sport. Tu cours, un truc t'est arrivé comme une blessure, un peu comme tu défriches. Bref, le corps humain, c'est comme ça. Quand tu es en activité, un truc peut t'arriver, mais c'est après que tu ressens la douleur. Donc, du coup, j'ai simplifié l'abeille qui m'a mordu. Donc, j'ai juste frotté, on s'est mis à manger la noix. C'était tranquille, on rigolait. Mais au départ, j'ai oublié de mentionner que moi, je suis né dans une famille vraiment religieuse. Donc, genre, la mère, elle est vraiment stricte. Elle sait vraiment Dieu, franchement, parce que moi, je suis né d'une famille où on ne prend pas le médicament, le comprimé. J'ai jamais pris ça toute mon enfance. C'est quand je me suis un peu décliné un peu à la face de Dieu, genre un pied dehors, un pied dedans, et avec les robes, le système du blanc, vous saviez, donc j'ai commencé un peu à prendre des trucs comme ça. Voilà pourquoi même aujourd'hui, j'ai peur des injections, des médicaments. Je repousse toujours ça. Bon, ce qui fait que moi, je suis né d'une famille genre tellement religieuse. La mère très sévère. Et quand j'arrache la noix de coco avec mes potes, moi, je faisais un peu de délinquance parce que moi, j'étais un peu le mec. Vous saviez, dans toutes les familles, il y a toujours un one-tête. Donc, j'étais un peu le one-tête. Et je suis le seul fils, le mec à ma mère parce que j'ai des soeurs. Ouais, maintenant, quand on arrive, on consomme la noix. Je rentre chez moi, on prend les résultats. J'ai réussi, je pars en 5e. C'est tranquille. C'est comme ça que mon œil ne fait que enfler. Mon œil ne fait que enfler. Bon, j'arrive, je rentre à pied avec ma soeur parce qu'au village, c'est pas genre, il y a des motos, des voitures. On arrive maintenant, quand on arrive, à ma grande surprise, vers 17h parce que la remise des bulletins était vers 15h30, 16h. Le temps pour nous d'arriver à la maison, c'était déjà 18h, 17h30. La mère était dans une méditation parce qu'elle faisait constamment des réunions, je ne sais pas trop, à l'église. Elle était constamment à l'église, des prières, des jeûnes. Maintenant, à ma grande surprise, quand ma mère rentre, moi, j'étais déjà aveugle, complètement aveugle. Donc, je ne voyais plus. Ça faisait, quand ma soeur amène peut-être la lampe, parce qu'on avait coupé l'énergie, l'électricité la soirée là. C'était quand ma soeur ou mes cousines amènent de la lampe à pétrole dans la chambre, je crie.
Franchement, la douleur était énorme, atroce. Ce qui fait que j'étais tranquille dans le noir. Mais quand on m'amène une lumière, que ce soit la torche, peu importe, je crie, je pleure. Parce que je ne voyais plus rien du tout. Bon, ma mère rentre aux environs de 17h, de 19h, 20h. On lui dit, voici ce qui s'est passé. On est parti prendre les bulletins. Maintenant, on arrive, son œil commence à enfler. Ce n'est plus un œil, c'est à 2 yeux. Il crie jusqu'à... Il dit qu'il ne voit plus, il est aveugle. Bon, ma mère arrive dans ma chambre. Elle me demande... Elle arrive d'abord, elle me gifle. Ouais, elle me gifle, elle me demande pourquoi tu es aveugle, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, elle n'est pas venue comme une mère qui peut venir compatir à la douleur de son fils, que qu'est-ce qui s'est passé, ceci. Non, ma mère, c'est franchement une femme spirituelle. Genre, quand tu fais un faux truc, des femmes qui disent, elles ont le Saint-Esprit, ceci. Donc, tu sais un peu de quoi je parle. Maintenant, elle arrive, je ne sais pas si le Saint-Esprit l'avait dit que j'ai fait une bêtise, je ne sais pas trop. Bon, ma mère arrive, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu tombes aveugle? C'est pas normal. Elle se met à crier. Elle m'est violente. Je ne peux rien dire parce que je connaissais le tempérament de ma mère. Bon, elle insiste, elle commence à me dire, si tu ne me dis pas, si cette soirée passe et tu ne dis pas ce qui s'est réellement passé, bah tu vas tomber complètement aveugle, définitivement. Je suis là, je stresse. C'est comme ça que je dis à ma mère que je vais lui parler, il faut que je lui dise la vérité. C'était déjà dans les environs de minuit, 23h, mes soeurs pleuraient même. Que comment je vais tomber aveugle, comment je ne vois plus. C'est comme ça que ma mère m'amène à l'église. Quand elle m'amène à l'église, elle me dit maintenant que je dois me confesser pour dire tout ce qui s'est passé, ce qui me pousse à être aveugle en fait. Parce qu'apparemment, elle connaissait la réponse. Vous saviez, les personnes spirituelles, même si elles ne sont pas comme des marabouts. Le marabout peut te dire non, c'est ton frère qui t'a tué. Les personnes spirituelles, ils peuvent avoir une intuition que tu as fait un truc, mais ils ne peuvent pas déterminer exactement ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à toi de leur dire ce que tu as fait. Donc, j'arrive, je dis maintenant à ma mère que on était à la remise des bulletins. Et j'aime ma compagnie, on a vu une fille bizarre. Parce que c'était une fille un peu sale au CS. Elle était toujours avec des trucs un peu une ça bizarre en fait. Maintenant, je dis à ma mère, mes amis ont arraché. Elle avait une grosse noix de coco. C'est ça qui attire notre attention. Parce que la noix qu'elle avait, c'était vraiment énorme. Ouais, des trucs un peu exceptionnels. Quand tu arrives dans un magasin, un truc t'attire. Et je dis à ma mère, en courant, la belle me pique. Et c'est comme ça que je me mets à frotter, je néglige. Et c'est comme ça que ça enfle, ça contamine l'autre œil et je deviens aveugle. C'est comme ça que ma mère m'a d'abord fouetté. Le pasteur a dit, Rose, il faut te calmer la soeur. Bref, elle est un peu... Elle m'a brutalisé. Vous avez dit, ma mère, elle sent très fort. Maintenant, on a grandi, elle ne peut plus nous contrôler. Mais avant, c'était grave. Bon, c'est comme ça que quand j'ai confessé mes péchés publiquement, parce que moi je suis né dans une église, on ne confesse pas les péchés dans l'oreille d'un prêtre comme bon, les catholiques le font. Je n'ai rien contre les catholiques parce que même ma feu grand-mère était une catholique. Mais moi j'ai un peu grandi dans un milieu où quand tu commets un péché, tu arrives publiquement après la prédication devant les filles, les hommes, les chrétiens, peu importe. Tu te lèves et tu expliques ce que tu as fait, même si tu avais tué qui. Donc c'est un peu ça. Je me suis levé, le courage, vous savez, la honte. J'étais quand même un gamin, mais je grandissais déjà. J'étais obligé, je n'avais pas le choix. Donc j'ai confessé mes péchés, j'ai dit maintenant tout ce qui s'est passé. Après maintenant, quand j'ai fini de confesser mes péchés, publiquement, le pasteur a prié maintenant sur moi. Quand il a prié, nous sommes rentrés, ma mère aussi prié pour moi. Elle a pris un jeûne de prière, 2 ou 3 jeûnes, un truc de ce genre à sec. J'étais à la maison. Après, vers le 3e, 4e jour, j'ai commencé à voir. Mais avant que je recouvre la vue, c'est comme ça que ma mère, Dieu lui montre dans un songe que la meuf qu'on a arraché la noix, c'était en réalité une grande sorcière. Donc, même son but dans le CS, c'était d'envoûter les enfants et de faire du mal aux gens. Donc voilà pourquoi la noix qu'elle a ramenée,
c'était pas vraiment une noix normale, une noix de coco normale. Donc du coup, quand on a arraché, l'abeille qui est venue me piquer, c'était vraiment... Donc, je sais pas, c'était elle qui s'est transformée en abeille, si c'était sa grand-mère, mais c'était un sorcier qui est venu me mordre à l'œil pour payer le prix de la noix de coco. Donc, les restes de mes amis, rien ne les est arrivé parce que ils étaient d'emblée dans le péché. Parce que quand tu atteins un niveau de spiritualité où tu es né d'une famille vraiment chrétienne, où tu tombes malade, on te prie juste dessus, tu guéris, ça fait que quand tu dis même à quelqu'un, même mouf dehors, Dieu te frappe. Et c'est dans cette famille, c'est un peu dans cette famille que moi je suis né. Donc c'était que j'arrive dehors, donc maman nous donne le goûter, on part à l'école, vous rentrez. Quand il n'a pas l'argent, c'est comme ça, vous attendez, vous rentrez le soir, vous préparez. Et moi, comme moi j'avais un peu l'esprit vraiment fort, j'aimais un peu le mouvement, un peu du désordre, je n'aimais pas les personnes qui sont trop calmes, qui aiment trop l'école. Donc du coup, les gars m'ont entraîné dans un truc qui pouvait vraiment me coûter de la vie. Donc depuis ce temps, j'ai arrêté les mauvaises compagnies et j'essaie aussi de sensibiliser les gens avec mon histoire. Quand tu es vraiment quelqu'un qui sait vraiment Dieu, il faut vraiment rester dans la méditation. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et si tu es avec lui, tu ne dois pas suivre ceux qui font leurs choses depuis. Parce que tu peux voir quelqu'un, lui fait du sale, il fait du péché, il fait n'importe quoi. Lui, rien ne l'arrive. Parce que lui, il est païen d'office. Mais toi qui connais déjà la vérité, tu peux juste te dire même imbécile ou une pensée juste négative. Dieu te punit pour ça. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Merci. J'espère que je n'ai pas été long. Bonne soirée à vous. Et ça me fait un plaisir de monter aujourd'hui dans votre live. D'accord, merci beaucoup. D'accord.